il n'est pas nécessaire d'avoir un parcours technique pour manager des équipes techniques. Mais c'est quand même important, quoi. Mais c'est un vrai plus. Ça, oui, c'est un vrai plus, ouais. Je l'ai vécu, hein. Et encore, ça dépend de ton rôle. Il y a des fois où, avec beaucoup d'intelligence, il y a Une vie motivée par l'essentiel. Ça, c'est un livre... Bref, si je commence ici... Comment je décline ces objectifs en action et comment je planifie ces actions et je les priorise pour faire des choses. Parce que ce sont des actions au quotidien stratégiques, ciblées, intelligentes qui m'amènent quelque part, quoi. Il faudra des personnes qui connaissent et qui maîtrisent les outils d'observabilité déjà. Peu importe où on est, c'est de savoir d'abord qui on est. Qui je suis, en fait. C'est fondamental. Il faut se connaître. Il faut connaître. Bon, merci, mille merci Gabi d'avance d'être avec moi sur le Point Tech. Sur ma chaîne, je fais des choses. Je fais des tutos sur l'informatique, les concepts informatiques en général, tout ce que tu DevOps bien sûr. Et surtout, je discute avec des expertes comme toi dans leur domaine pour partager. Commence pas déjà avec la barre haute comme ça. On va voir ça crescendo. Mais bon, en tout cas, oui. Merci. Là, j'ai aucun doute là-dessus, de ce que j'ai dit, parce que tu vas m'aider à répondre à une question que j'ai beaucoup, qui est en gros, monsieur Achille, je me lance dans l'informatique. Comment je fais pour m'en sortir? Quel est le parcours que je peux me dessiner? Et ton parcours, je le connais déjà en amont, mais bon, je le dis, restez là. Ce que Gabi va vous dévoiler comme parcours, c'est exceptionnel, quoi. Et puis, vous verrez vous-même, vous direz ça dans les commentaires, vous verrez. Ouais, est-ce que vous savez que moi-même, je découvre Achille quand il dit les mots comme ça? Je suis touchée, en tout cas. Je suis touchée. Non, mais c'est surtout la réalité, hein. C'est surtout la réalité. J'espère que je serai à la hauteur de tes attentes et puis aussi des personnes qui vont nous suivre. Non, mais merci d'avance. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Si je te demande comme ça de te présenter d'abord rapidement, là, tu dirais quoi? Alors, déjà, je m'appelle... Professionnellement, bien sûr, hein, parce que nous, on s'intéresse surtout au côté pro de tout le monde ici. Professionnel, bien sûr, oui. Ouais, donc, je m'appelle Gabi Ngara, épouse Ngwana. Donc, je suis mariée, maman de 2 enfants. Et aujourd'hui, je suis consultante senior en organisation et management de projet dans le secteur des systèmes d'information. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et comme Achille l'a dit, on va rentrer un peu dans les détails du parcours pour vous expliquer un peu comment je suis en arrivée là. Parce que quand tu dis organisation, comment on dit ça, senior, consultante senior en organisation de projet, on ne sait pas que tu fais l'informatique. Mais sauf qu'il faut bien dire que tu es rentré dans le métier d'abord par l'informatique dès le départ, quoi. Moi, en tout cas, dans ma présentation, je suis consultante aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est dans le parcours qu'on va échanger que vous allez comprendre d'où je suis partie, en fait. Parce que j'ai pas commencé directement. Consultant directement, quoi. Ouais. Il y a eu tout un long processus et j'ai commencé comme développeur, en fait. Si on veut dire les choses, j'ai commencé comme développeur. Mais voilà, on va en parler. Juste pour me présenter, ce serait déjà ça. Voilà. Tu as commencé à le dire, du coup, dis-nous, comment tu as atterri dans l'informatique dès le départ? Comment tu as fait? Pourquoi tu as atterri dans l'informatique? Bon, alors, déjà, à la base, moi, on va dire que j'ai un parcours scientifique. Donc, bac scientifique, j'ai commencé avec un parcours en mathématiques. Oui, voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de mathématiques. J'ai une licence en mathématiques, un BSc plus précisément, parce que j'ai fait une université anglophone au Cameroun. Je suis camerounaise, d'origine camerounaise. Et donc, j'ai fait l'université de Buea, où j'ai fait un BSc donc l'équivalent du L3, la licence, en maths info, avec 70% de mathématiques et 30% d'informatique. Et donc, c'était pas 100% de mathématiques, quoi. Il y avait vraiment un vernis informatique et ça, déjà, ça m'intéressait. Mais moi, je me projetais comme... je voulais faire les statistiques, en fait, à la base. J'allais aller à l'ICA, c'était le truc que j'avais envie de faire. C'était vraiment ça, les mathématiques. Mais l'informatique m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de concret. Je pouvais partir d'une idée, la transformer et puis avoir un résultat visible, quoi. Ne serait-ce que comme les sites internet. J'aimais beaucoup cet aspect-là. Et donc, en maîtrise, après la licence, le parcours après, c'était d'aller faire un master.
Et j'ai réfléchi, je suis quittée de Boya, je suis allée à Yaoundé. Et j'ai été prise pour faire un master en informatique pure, avec des personnes qui faisaient informatique depuis le niveau 1. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait un écart. Mais c'était un gros challenge. Et ça fait preuve aussi de la capacité que je me suis toujours dit de se donner les moyens pour s'adapter, quoi. Ça m'a pas freiné, mais pour moi, c'est un challenge. Voilà. Et du coup, là, tu as fait ton master à Yaoundé, c'est ça, pendant 2 ans? À Yaoundé, à l'université de Yaoundé 1. Yaoundé 1. Ouais, d'accord. Et après, tu es revenu. Comment tu es parti de là? Quand tu es parti de là, qu'est-ce que tu as fait après ton master alors? Après mon master, donc, en programmation orientée objet, donc en informatique, parce que c'est ça que j'ai fait comme spécialité, j'ai intégré, après mon master, Cisco. J'ai fait 1 an à Cisco. Du coup, tu as fait le CCNA. Tu as fait le CCNA. CCNA 1. Oui, c'est ça. Qui est la certification Cisco pour les réseaux informatiques. C'est ça. Je me cherchais entre tout ce qui est logiciel, software ou réseau. Et j'ai eu, pendant cette année-là, je faisais beaucoup d'autodocumentation parce qu'on parle des années 2008-2009. Donc là, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, 16 ans presque plus tard. C'était pas la même chose. Donc, je fais beaucoup de recherches, je poussais beaucoup le truc. Et j'ai identifié des écoles en France où il y avait des parcours de formation qui me parlaient, quoi. Qui me parlaient beaucoup. J'ai commencé à travailler au Cameroun dans ce contexte-là. Pendant que je faisais le Cisco, j'ai intégré une entreprise où on développait les sites Internet. Et j'ai commencé à développer les sites Internet. Donc, j'étais parmi, on va dire... C'est du JavaScript, très bien, quoi. À l'époque, en plus, c'était pas encore du JavaScript, c'était du PHP. Pur et dur, from scratch. Il y avait même pas, on travaillait même pas trop avec les CMS. J'ai commencé avec Easy PHP, WAMP, de 2009, quoi. On faisait vraiment les choses à la dure. C'est comme ça que moi j'ai appris, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ça m'intéressait beaucoup. J'ai donc, l'objectif dans cette entreprise, c'était de développer des sites Internet pour différents clients. Ça pouvait être différents secteurs, la santé, le social. Enfin, on avait différents clients. Et au fur et à mesure de mon travail, je trouvais ça vraiment très intéressant, en fait, de réfléchir à l'architecture, de concevoir des choses, de réutiliser. J'avais déjà ces aptitudes qui n'étaient pas forcément évidentes. Que ça de développeur, quoi. Oui. Et ça, je voulais étoffer ça. Je me disais qu'il y a quelque chose et je ne trouvais pas ça là où j'étais. C'est comme ça que je m'intéresse à d'autres formations à l'étranger. Je trouve une formation à l'université de Nantes. Il y en avait d'autres. J'ai été prise à l'université de Nantes. Il y a le parcours Campus France, mais j'ai été prise à l'université de Nantes pour une formation en master en architecture logicielle. D'accord. Donc, du coup, tu es rentré justement pour l'architecture logicielle dès le départ, quoi. Exactement. En architecture logicielle. Et c'est comme ça que je fais ce qu'il faut. Ceux qui passent par Campus France savent comment ça se passe. Donc, tu fais le programme, le parcours classique, en fait, pour te retrouver en France via Campus France, quoi. C'est ça. Je suis prise. Je choisis l'université de Nantes parce qu'il y avait 2 autres universités qui m'avaient sélectionné. Je choisis l'université de Nantes et j'atterris en 2009, en septembre 2009 à Nantes et j'intègre le master pro architecture logicielle qu'on appelle le master ALMA. C'est très connu à Nantes. Voilà. En 2009. Mais du coup, là, quand tu rentres à Nantes, là, c'est pour 1 an ou 2 ans? 2 ans. Je refais un deuxième master, en fait, on va dire. D'accord. En gros, tu fais 2 masters au final, quoi, dans l'affaire. À la base, je pensais à faire une thèse parce que je me suis inscrite dans le parcours Campus France pour un master pro dans 2 ans et une thèse aussi. Mais du coup, ça m'intéresse. Et du coup, ta thèse, tu l'as pas faite alors? Non. Non. Pourquoi? Parce que la thèse dans laquelle où j'ai eu une comment on appelle une préadmission. Une admission. C'était une thèse en mathématiques. Ah oui, d'accord. En mathématiques. Enfin, en maths info, pas mathématiques pures, en maths info. Donc, ils ont pris en compte mon parcours de licence. J'ai passé des tests. Enfin, c'était assez particulier. C'était pas une thèse, comment on appelle ça? Des thèses en recherche et développement là, dans une entreprise. C'est pour passer ça, en fait. Mais sur le papier, quand je regardais ce qui me challengeait, ce qui me plaisait vraiment et on va dire quoi? Les perspectives. C'était le code. Je me suis dit que ça peut paraître paradoxal, hein, mais moi je me suis dit que autant mieux étoffer cette partie technique, opérationnelle, informatique qui me passionne
et être vraiment bonne dans ce que je fais, compétente, que d'aller encore rajouter parce que la thèse machin au Cameroun, je parle du Cameroun, je sais pas dans d'autres pays ou continents, mais je parle de mon pays. Je sais que il y a une vision populaire de la thèse, de ceci, des études, mais voilà, j'ai pris un choix stratégique en fonction de mes perspectives et de ma vision, et j'ai préféré refaire un deuxième master. Mais et du coup là, à la fin de ton master, alors tu rentres dans la vie pro directement là, tu fonces dans la vie pro là. Exactement. Rapidement, je fais mon master. Tu rentres dans la vie pro après. Pardon? Et tu rentres dans la vie pro directement, quoi. Donc, 2011, 2 ans. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. C'était pas facile, hein, parce que l'intégration, plein de choses, non, mais c'était vraiment pas évident. Et j'étais la seule fille dans ma promotion. Ouais. Et après, je vais te mettre ton avis sur le sujet, mais je note ça avant de sur le sujet. Pourquoi il y a très peu de filles dans l'informatique? Mais bon, on reviendra dessus après. Tu dois avoir un avis sur le sujet. Ouais. Bon, non, on était deux. On était deux filles, mais j'étais la seule fille parce que j'étais la seule fille noire. Il faut le dire, hein, c'est des choses quand même qui... moi, ça m'a marqué. Et les gens allaient... Comment dire? Me mettre... Je me suis prise quand même des râteaux, je sais pas comment on dit ça. Quand tu sais que tu quittes de chez toi... tu quittes de chez toi... tu sais que tu as la tête... voilà, tu as quand même... Tu es une bosseuse. Tu es quand même reconnue pour ce que tu fais. Et tu arrives dans un pays où, limite, on se dit, est-ce que... Quand je voulais me mettre en binôme, mais c'est une parenthèse, c'est des anecdotes avec des personnes. C'était du genre, tu es sûr qu'elle va faire l'affaire? Ça va le faire ou pas? Tu vois, ce genre de truc. Et j'ai dû travailler 3 fois plus pour m'imposer, en fait. Donc, bref, c'était une parenthèse. Mais ça l'a fait, parce que tu fais 6000 km, c'est pas pour venir jouer au billes. Comment on dit? Non, mais c'est ça, quand tu es là, c'est justement, c'est pas pour rien, quoi. Il faudrait que ça vaille la peine d'être venu, effectivement, D'être venu, d'avoir fait tout ce parcours. Et c'est comme ça que d'avoir l'opportunité de venir, il faut vraiment être à la hauteur de l'opportunité que tu as aussi, quoi. Parce qu'il y en a qui cherchent et qui n'ont pas, quoi. Exactement. Je fais ces 2 années-là, je fais mon stage, parce qu'il y a un stage de fin d'année pour le Master Pro pour avoir le diplôme. Et l'entreprise qui me recrute, je peux dire le nom de l'entreprise, non? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'entreprise qui me recrute, Capgemini, qui fait partie d'un des leaders dans le secteur du développement logiciel, Voilà. Me recrute à l'issue de mon stage et je me dis que ça, c'est déjà une étape accomplie parce que dans ma promotion, on était 2 dans toute la promotion à être retenus. Tout le monde voulait aller à Capgemini. Moi, on était 2. Ah, ça veut dire que c'était tellement sélectif que voilà, vous étiez que 2 à passer, quoi. C'était sélectif par rapport aux missions qu'ils voulaient faire et j'intègre cette entreprise très rapidement. Quand j'intègre l'entreprise, je sais que j'ai envie de faire du management. Ben, c'est parce que tu t'étais mis dans ta roadmap déjà dès le départ, que tu savais que tu allais le faire, ou bien à cause de Cap, tu l'as décidé? Non, ça n'a rien à voir avec Cap. C'est une très bonne question. Ça n'a rien à voir avec Cap. Ce que je n'ai pas dit peut-être, c'est que depuis mon parcours, on va même dire depuis que je fais la licence, j'ai toujours une fibre où... et dans mon entourage, on m'a toujours fait ce petit retour-là. Après, quand on est jeune, ça s'affine, ça se mature. Mais de pouvoir leader, en fait. De pouvoir fédérer, de pouvoir faire grandir les personnes dans leur... enfin, déployer leur potentiel, quoi. Et qu'on travaille ensemble avec une chaîne de valeur puissante. Ça m'a toujours animée. Sauf que je me suis dit que c'est ma vision, peut-être c'est ce que j'aimerais faire demain, après-demain. Mais il faut une trajectoire. Et j'ai envie d'être légitime. Et c'est le secteur de l'informatique qui m'a toujours, on va dire, fasciné. Je trouvais ça fascinant de transformer. En fait, ce que tu dis là, ça me, comment ça, c'est 2 convictions que j'ai. C'est que quand tu manages quelque chose que tu maîtrises déjà, tu es plus à l'aise pour le manager, en fait. En gros, tu n'es pas un manager sorti de l'école de management qui comprend l'informatique et qui vient manager l'informatique. Quand tu rentres dans une réunion en informatique, quand les informaticiens parlent, ils font attention, ils savent que tu entends bien ce dont on parle, quoi. Il y a une légitimité. Voilà. Une légitimité qui s'installe, mais de façon assez prononcée, mais au fil du temps. Mais voilà. Parce que dès que tu as la base déjà pour l'idée, ce que tu dis là, j'ai envoyé une vidéo pareille aussi à un de mes collègues là, qui est plutôt Scrum Master dans mon équipe aujourd'hui. Et pour lui dire en gros que tu as la légitimité de être manager, tu es pas comme des managers qui disent qu'ils entendent, mais ils entendent rien au final, quoi. Donc, Après, je vais juste faire une petite parenthèse, c'est que il n'est pas nécessaire d'avoir un parcours technique pour manager des équipes techniques. Mais c'est quand même important, quoi.
Mais c'est un vrai plus. Ça, ouais, c'est un vrai plus, ouais. Je l'ai vécu, hein. C'est un vrai plus. Il y en a qui sont vraiment brillants et qui ont fait que des études justement de manager, mais qui ont cette intelligence de pouvoir d'abord s'acculturer, se sensibiliser à ce qu'ils vont accompagner pour pouvoir se positionner. Tu vois, c'est pas juste les techniques de management où on a des coûts, des délais, un budget, le périmètre, enfin bref, tu vois, ça s'arrête pas que là. Bref, ouais, ça c'est une parenthèse, parce que c'est important à dire, parce que quelqu'un peut se dire que ah mais moi peut-être le côté technique j'ai du mal et tout. Je veux pas que une personne qui écoute ça se formalise en se disant que ce n'est pas possible. Je dis juste que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que tu comprends moi les bases en fait. Tu peux bien sur les réunions, tu peux discuter avec les gens, comprendre où on veut aller, tu peux challenger, projeter sur le futur, tout ça. Ouais. Tu les challenges, ouais, ça c'est indéniablement un vrai plus. Donc si c'est possible, allez-y. Bref, ça c'était la parenthèse. Pour revenir au quoi toi ton quotidien en tant que développeur, du moins quand tu as commencé à développer, c'est quoi ton quotidien toi? Alors, beaucoup de développement, il faut je vais utiliser un terme qu'on dit ici, pisser du code. Je suis désolée, hein, mais... Oui. Non, mais ça, c'est la réalité. Ce que tu dis, c'est vraiment la réalité des choses, quoi. C'était vraiment ça. Qui est très utilisé dans le domaine, hein. Donc, il faut pondre du code, en fait, et puis ne pas se poser beaucoup de questions. Faut pas que ça choque les auditeurs et qui vont voir cette vidéo. C'est vraiment ça. C'est vraiment code. On t'attend là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu prends une tâche, tu as 3 jours pour la faire, ou le 3 jours tu la délivres, et puis on en parle plus. Tu la délivres, et voilà, c'est ça. Et moi, je faisais ça parce que voilà, il faut être professionnel, il faut faire bien son travail. Et c'était une étape que je savais qu'il fallait que je franchisse pour atteindre mon objectif qui est de manager. Parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai toujours eu cette envie. Mais pour atteindre cette vision à long ou très long terme, je m'étais dit qu'il y avait des étapes. Et parmi ces étapes, je voulais passer par toutes les étapes. Toutes les strates. Voilà, toutes les strates de développement d'un projet dans le secteur des systèmes d'information, puisque c'est ce secteur-là qui m'a intéressé, pour ensuite être en capacité d'être légitime avec des équipes et de les accompagner efficacement. C'était ça, en fait. Donc, du coup, toi, ta première strate, c'est le développeur. La deuxième, c'est lead dev derrière, c'est ça? Après lead dev, je suis passé. C'est quoi la différence quand tu passes lead dev de développeur? Qu'est-ce que tu ressens, quoi? Qu'est-ce que tu vis différemment? Qu'est-ce que tu fais différemment? Alors, le lead dev, lui, il est, comme son nom le dit, lead. Après, c'est des termes très anglais, hein. Voilà. Il est là pour apporter du support aux équipes techniques de développement. Son travail, c'est vraiment de résoudre les problèmes, de faire avancer l'équipe lorsqu'elle est bloquée sur certains sujets techniques pointus, et de fédérer cette équipe afin d'identifier la façon la plus pertinente avec laquelle leurs compétences sur tel ou tel on va dire, quel exemple je peux prendre? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur le front et d'autres plus sur le back. Et c'est à toi, quand tu as des équipes juniors, de discerner, de déceler qui est capable d'être sur quoi, qui va s'épanouir aussi, parce que ça crée une bonne émulation dans l'équipe. Et c'est ça le lead dev, en fait. Et du coup, il doit être aussi un peu avant-gardiste, en fait, pour aller défricher un peu les sujets. Pour aller défricher les sujets. Tu dois être en veille. Ouais, parce que tu dois être en veille. Ça, c'est un sujet hyper important. Il faut que tu as une longueur d'avance, en fait. Après, tu as 2 sortes de leads. Il y a les leads qui sont, comment on dit ça? Les leads par le bâton, c'est-à-dire, ils vous fouettent pour que vous avancez. Ou alors, tu as les leads par l'exemple, en gros, quoi. Moi, je rentre avec vous, on fait ensemble. C'est quoi ta préférence entre les deux? La bienveillance ou le bâton? Pour moi, c'est même pas une question de préférence. C'est mon ADN. Je suis une personne qui aime mettre les choses par l'exemple, en fait. Il faut que je montre l'exemple. Tu sais, il y a une image très populaire sur les réseaux sociaux où on montre un leader qui fait le geste comme ça, là, pour montrer le geste à ses équipes, pour dire, voilà, je vous montre comment on fait et je fais moi-même. Ah oui, je vois un peu le genre. C'est ma façon d'être, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a toujours aidé à aller strate par strate, par cette capacité à fédérer vraiment, à faire que les gens convergent vers le même objectif, mais de façon vraiment soudée, parce que je me mouille, je me mets à fond avec eux, je ne compte pas mes heures, donc on est ensemble, quoi. On est une team. Ah oui, bien sûr.
Tu vas entendre souvent ça, je vais dire la team, on est une team, on se lâche pas. On a une équipe ensemble et on fait tout ensemble, quoi. On fait ensemble, autant que possible, chacun avec ses compétences, hein. On n'est pas des clowns les uns des autres, mais chacun a ses spécificités et ce sont ses compétences, chacun avec son expertise, qui font la chaîne de valeur. Et comme ça, on peut faire quelque chose. Tu parles de spécificité là aujourd'hui, il y a deux compétences, du moins deux choses qu'on recherche chez les gens. Le savoir-faire, le savoir-être, en fait. Avec un gros accent sur savoir-être, ouais. Il y en a deux autres que je vais te partager peut-être dans le management. Il y a le faire savoir. Et le savoir-faire. L'art de faire savoir, en fait. En plus tu as bien dit, c'est excellent, c'est la base. La base, c'est le savoir-faire. On a il faut savoir, apprendre des choses, une compétence. Ensuite, le savoir-être. Parce que on vit avec des gens, on est dans des équipes, voilà, il y a du relationnel, il y a tout ça. Il y a le faire savoir. Ça, c'est quand on veut déjà être dans une capacité de communiquer, de se rendre visible quelque part. Comment je fais savoir que je sais faire des choses. Ça, c'est hyper important. Mais vraiment, et moi, ça m'a aidé dans le switch pour passer de développeur à manager, parce que je pars pas sur une base de manager, hein. Il y a des gens qui ont fait des écoles de management pour devenir manager. Mais moi, j'ai fait un parcours technique et je suis devenue manager et après consultante. Mais c'est dans l'art de faire savoir que j'ai pu tirer des choses. J'en parlerai peut-être. Et il y a le faire faire. Il y a le faire faire. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a le switch que tu as bien dit tout à l'heure là, qui est de passer de lead dev grosso modo, ou bien grosso modo l'architecture un peu que tu as commencé, vers le management. Comment ça se fait ce switch là? C'est quoi? C'est une formation? C'est quoi? C'est un accompagnement? Comment tu switches là rapidement à un moment donné? Je n'ai pas bien entendu la question. Ça un peu P. J'ai dit, il y a switché du développement vers le management en fait. Comment ça se fait? Comment ça s'opère en fait? Ah bon, là je vais te donner ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas forcément une science voilà, homogène ou exacte. Ce que tu as vécu, c'est ce qui nous intéresse justement. Parce que ce que je dis là, ça ne veut pas dire que tu vas répliquer ça partout. Mais ça va inspirer certains, je pense aussi. Ça va inspirer sûrement. Alors moi, après lead dev, ben du coup, tu passes pas directement manager comme ça. Je suis passé responsable d'application. Donc là, je prends plus de responsabilités. Là, j'ai plus d'équipes et je suis le bras droit du chef de projet. En fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu fais une formation pour ça ou bien comment ça marche? En fait, dans mon cas, ça n'a pas été... j'ai fait une formation à un moment donné, mais c'est parce que j'ai pu avoir des postes de responsable d'application et de chef de projet MOE. Cette expérience m'a aidé à être légitime pour prétendre à avoir ce poste. Et en interne dans l'entreprise, vu qu'ils ont vu mon parcours, du coup, l'entreprise a investi pour que je sois formée pour comment on appelle, sur la partie vraiment opérationnelle de manager. D'accord. Que je sois formée dessus, parce que j'avais déjà la partie vraiment technique, fédérer les équipes, donc tout ce qui devait être coût, par exemple, ça, j'avais pas encore vraiment tout ce qui est budget, tout ce qui est aller chercher, tout ce qui est planning. Tout ce qui est planning, tout ce qui est apporteur d'affaires, parce qu'il faut que tu challenges les clients, tout ce qui est relationnel, communication. J'avais déjà des aptitudes et des appétences, mais il fallait un peu les polir, on va dire, travailler dessus. Et là, l'entreprise a investi, c'est des sommes assez élevées, parce que c'est payé dans des écoles. Mais vu mon parcours, ils ont investi pour que je me forme afin de pouvoir aller sur ces postes-là. Et ça m'intéressait. Et pour y arriver, ça c'est un truc, parce que tu as dit comment on fait. Donc, il y a eu ça. Mais c'est parce que très rapidement, j'ai compris que dans cette entreprise, si vous êtes dans une grande entreprise ou peu importe, une entreprise où vous voyez qu'il y a le champ des possibles qui est grand, rendez-vous visible aux bonnes personnes. Ça, c'est vraiment un truc super important en fait. Il faut savoir bien les voir et se montrer, Et il faut le faire intelligemment en fait. Il faut être déjà compétent. Voilà, il faut être compétent, hein, parce que sinon, c'est la méritocratie quand même. Déjà, il faut être compétent dans le savoir-faire, le savoir-être et identifier dans votre écosystème quelles sont les personnes qui positionnent les gens sur les missions. C'est un peu comme ça que ça se passe dans nos domaines. Et moi, très rapidement, j'ai compris ça. Et les 3 années à Capgemini, j'avais déjà identifié, j'avais ciblé. Et je suis allée... Mais au final, tu ne pissais pas seulement le code, tu identifiais aussi les gens quand même. Il n'y avait pas
fait, ça, non, tu m'as demandé mon position de développeur. Donc, ça, c'était vraiment ce que je faisais dans la majeure partie du temps. Mais comme je suis concentrée toujours, j'ai toujours ma vision, j'ai pas oublié. J'ai ma vision, j'ai ma trajectoire, je l'étoffe. En 2-3 ans, j'avais déjà un réseau. Je suis allée au culot, je suis allée toquer aux portes, je me suis présentée, j'ai dit je sais faire ça et j'aimerais faire ça. C'est vraiment important en fait. C'est vraiment important. Moi, je trouve que quand on vient d'arriver, on est junior quelque part et qu'on fait le maximum pour avoir des compétences, enfin, on sait qu'on travaille dur pour être compétent dans son secteur d'activité et qu'on a des ambitions, se projette, parce que ça, c'est aussi une question de projection et de perspective. Il faut à un moment donné s'entourer en fait de bonnes personnes et savoir mettre comment on appelle ces graines, je sais pas comment je peux dire ça, savoir semer. Tu vas semer tes graines, un peu sur le parcours en fait quoi. Et aider par des gens pour arroser, pour que ça prenne. Et honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a aussi aidé. C'est pas que, tu vois, je me présente, ils savent qu'il y a une telle personne qui s'appelle comme ça, qui est intéressée par ça, et c'est comme ça que j'ai mon premier poste de chef d'équipe après 3 ans à Capgemini. Parce que il voulait quelqu'un. Oui, il voulait quelqu'un qui avait 6 ans d'expérience sur le papier, mais il ne trouvait personne parce que les gens voulaient d'autres choses. Du coup, il s'est rappelé, une des personnes là que j'étais allée voir, il s'est rappelé que moi, j'étais intéressée par ça. Il s'est dit, c'est une anecdote, hein, il s'est dit, attends, je peux lui proposer, c'est challengeant. On demande 6 ans, elle a 3 ans d'expérience, elle est motivée, elle a envie. Vous voyez, même dans les entretiens, elle est motivée, elle a envie, elle va se donner, je peux lui faire confiance. Et moi, j'ai saisi cette opportunité, les mains, les pieds, les cheveux, tout. Je me suis donné, je n'ai pas compté mes heures. Et c'est ça qui m'a fait vraiment propulser et qui a vraiment montré ce que j'étais capable de faire. Mais c'est qui tout double, hein. Parce que oui, bien sûr, soit ça casse. Ça passe, ça casse, effectivement. Parce que c'était ça casse, là, on en voit que quand tu remplaces ça. Ouais. Et voilà. Mais quand tu arrêtes le code là pour passer vers le management, comment ça se... Il n'y a pas de regrets? Tu te dis pas, je laisse tomber des choses que j'aime bien pour aller faire des choses que j'aime bien, cassette, mais bon. Ça n'a pas des pincements au cœur? Oui, vraiment, sans te mentir, j'ai eu quelques petits pincements au cœur. Honnêtement. Mais c'est un choix très réfléchi et stratégique parce que ça m'a pris un peu même dans mon entreprise, ça se passait bien en fait. Il y a un qui m'avait dit que je pourrais devenir une très bonne architecte logiciel par cette capacité de recul et puis mon parcours aussi. Et j'étais à l'aise pour faire ce genre de choses, mais je sais pas, le contact, les interactions avec les personnes, les voir évoluer, les accompagner, les voir déployer leurs talents, ça m'animait plus que l'autre aspect. Et du coup, pour allier les deux, j'ai voulu toujours faire du coup du management ou bien de l'accompagnement dans tout ce qui va être organisation de projets, pour des projets vraiment techniques quoi. Ouais. Donc parce que je voulais garder en fait, un pied. Voilà. Ouais, tu restes quand même pas très loin en fait. Je voulais garder un pied toujours dans le truc. Je vais toujours choisir des projets avec des contraintes techniques pas possibles. C'est ça qui va me plaire en fait. Mais de l'autre côté du mur, quoi. Si tu veux. Ah oui, je vois ce que tu veux. Mais du coup, toi qui manages les gens, comment tu t'assures que les gens ne travaillent pas trop? Et à un moment donné, il faut bien que les gens ne poussent pas trop le bouchon très très loin, parce que quand on est dans un confort bien là, on est bien assis là, alors c'est l'effort quoi. Quand l'équipe vit bien, quand les gens sont heureux dans l'équipe, les gens sont à même se donner à fond pour que les projets aboutissent au final. Comment tu fais pour que les gens ne bossent pas trop en fait? Alors, quand tu dis qu'il faut que les gens ne bossent pas trop, je me dirais plutôt, il faut savoir qu'il y a des profils. Il y a des personnes qui sont épanouies quand elles bossent trop, quand elles bossent beaucoup. Tu vois? Il faut prendre ça en compte, c'est très important en fait. Je vais te répondre avec une autre approche, en te disant qu'en réalité, moi, ma façon de travailler, c'est d'identifier les profils des personnes. Tu es quel type de profil? Il y en a 4. Bon, je ne vais pas les citer là, mais il y a 4 grands groupes de profils en fait. Et en fonction des profils, tu vas identifier quelles sont les choses qui les épanouissent dans les équipes,
qu'est-ce qui va quels sont les éléments sur lesquels ils seront réfractaires. Enfin, tu vois, il y a une étude, en fait, de la personne, hein, parce que manager, c'est s'intéresser aux gens, en fait, d'abord, avant même d'aller dans la compétence, dans le dur. Et c'est après ce travail-là que il y a un équilibre. Donc, tout le monde va se sentir à l'aise dans son profil. Je sais pas si tu vois. Et forcément, il y aura pas quelqu'un qui m'a dit je travaille trop. Parce que si c'est quelqu'un qui aime trop travailler, ben, si tu lui enlèves ça, tu lui enlèves, tu vois ce que je veux dire, tu le mets en déséquilibre, lui. Il va falloir trouver comment chacun s'épanouit tout en lui faisant comprendre que c'est vrai qu'il travaille trop et toute cette énergie-là, tu la mets à profit peut-être dans de la veille. Tu vois, tu vas identifier que c'est une personne qui peut travailler sur de la veille dans l'équipe. Donc, il y a des choses à faire sur le planning. Tu vois, le périmètre doit être traité. Il y a les délais, il y a les coûts. Donc, il faut rester concentré dessus. Mais l'équipe a besoin aussi de s'éclater, quoi. Donc, tu peux mettre ce genre de profil sur de la veille. Du coup, il duplique ses énergies. Il disperse. Enfin, et en faisant ça, en fait, tu lui permets tu alimentes aussi son ambition, en fait. Il n'est pas à la derrière ou du carrosse. Ouais, tu alimentes son ambition. Exactement. Il ne se sent pas frustré. Il a de l'énergie à revendre. Donc, et ça sert, échange à bénéfice réciproque, ça sert l'équipe. Ça sert le collectif. Sûr. Tout ça, c'est le collectif qui en bénéficie derrière. Parce que quand tout le monde vit bien, la productivité grimpe aussi rapidement. Ouais. Et beaucoup c'est ce que moi j'ai constaté, beaucoup de personnes qui fédèrent les équipes ne prennent pas le temps d'identifier les profils. Ah non. Effectivement, tu as beaucoup de managers qui viennent plutôt te demander ça finit quand? Tu as fini quand en fait? Ça finit quand là? On n'est pas que dans... Moi, je suis dans un management, comment on dit, centré sur l'humain. C'est vraiment un management centré sur l'humain. C'est très... c'est trop dans mon ADN, quoi. J'ai besoin que c'est des personnes qui travaillent. Donc, si les personnes ne sont pas épanouies, ça impacte le collectif. Donc, Ah oui, non, parce que tu as d'autres managers qui viennent te demander, on ne te demande même pas si tu vas bien ou si tu as bien dormi, tu as un problème. Jamais tu as demandé. Ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, tu as... Tu te dis, mais c'est quoi le truc? Et même s'il y a des contraintes de délai, il y a une façon de dire, il faut expliquer aux équipes. Pourquoi? Il faut être transparent. Alors la team, là, en ce moment, il y a le N+3 qui me raconte, me dit que en ce moment, il y a 2-3 trucs là au niveau des délais. S'il n'y a pas ça, ben, je leur dis quoi. Je leur explique la situation. Je dis bon allez, on fait quoi? Parce que là, j'ai besoin de vous. Donc leur mettre aussi dans le mood. J'ai besoin de vous. Je sais qu'on va y arriver. Du game en fait quoi, ouais. On est ensemble quoi. On est ensemble. Bon bref, ça m'a fait penser à un truc que j'ai vécu dans une de mes missions où l'équipe est restée, je sais pas jusqu'à quelle heure à cause d'un problème en prod, mais personne n'est parti. S'ils voient la vidéo, ils vont se rappeler. Tous motivés. Encore à vous. On est restés. Ils ont dit qu'ils restent parce que c'est moi en fait. Parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une reconnaissance. Pour moi, c'était gratifiant de se dire que vraiment, ils croient en moi, ils ont confiance en moi, quoi. Et ça, au-delà de l'aspect, voilà, il faut quand même être pragmatique, quoi. Tu as des choses, des livrables, tu as des délais, tu as des coûts à respecter. Mais quelque part, quand tu sais que tu as la confiance de ton équipe, vous pouvez aller très loin, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Aller loin. Mais du coup, monter ton équipe aussi, c'est important. Quand tu passes des entretiens, tu dois être à même de dénicher les gars qui fit bien ton équipe, qui rentrent bien dans ton équipe, en fait. Comment tu t'y prends? Bon, alors, en général, il faut savoir que quand tu travailles dans les entreprises, donc comme Gemini, après j'ai travaillé dans une autre aussi, et eux, ils ont des candidats, et sur ton projet, ils te sollicitent pour les qualifier. Donc, c'est pas toi qui vas aller... tu prends ce qu'on a identifié en fonction d'un truc, voilà. Ça, c'est déjà la base. Quand moi, je les ai en face, j'ai 2 choses. Il y a d'abord l'aspect... en général, c'est des questions classiques. Hein. On se présente, voilà. Mais la chose que je vais beaucoup regarder, c'est... les compétences, c'est sûr. Tu vois? Mais ça ne fait pas tout pour moi. Les compétences ne font pas tout. Parce qu'on peut se former, on peut grandir, on peut apprendre. Ce qui va, moi, me faire identifier qu'il y a un vrai potentiel chez une personne et qu'on peut faire des choses ensemble, c'est sa capacité à se projeter, sa capacité à être curieux, à être motivé. Moi, c'est ça, en tout cas. Après ça, j'entends bien, mais j'ai souvent... Généralement, quand tu rentres dans une entreprise, tu ne sais pas vraiment ce que tu auras dedans. Donc,
Oui. Souvent, se projeter étant à l'extérieur, c'est pas compliqué. Se projeter étant à l'extérieur, je vois pas. Parce que comme tu n'es pas encore rentré dans l'équipe, en fait, tu as que des grosses lignes de ce sur quoi ils travaillent. Et donc, commencer à te projeter étant à l'extérieur de l'équipe, souvent, c'est un peu... C'est pas complexe. Non, quand on dit projeter, c'est simplement même... Moi, c'est des questions simples. Je te demande juste, tu te vois d'ici 3 ans, tu te vois où? Comment? Par exemple? Moi, tu vois, cette question-là, je trouve que c'est un peu comme un entrepreneur à qui on demande de faire comment on appelle ça, un business plan. Personne ne fait plus ce truc, quoi. Mais ça peut paraître des questions anodines. C'est juste pour voir la capacité de la personne à savoir avoir un plan, à savoir se dire... de voir si quand elle va entrer dans ton équipe, elle va pas se contenter de ce que tu donnes comme tâche, elle va pouvoir aussi se projeter pour le futur, quoi. Quand quelqu'un vient dans ton équipe en amont, tu vois que d'ici 2 ou 3 ans, elle sera toujours là à être motivée comme au premier jour, quoi. Bah, ça dépend de comment tu le motives. Mais c'est aussi ça le travail d'un responsable de projet, d'un manager, c'est de garder ses équipes en fait. Tu dois garder tes équipes toujours, du moins motivées en fait. Tous les jours, ça c'est sûr que c'est pas... Et ça va dans ce que je t'ai dit. Quand tu as bien identifié les profils, tu sais ce que tu peux leur... et puis tu leur demandes leur avis quoi. Vous en pensez quoi? Et tu dois être dans l'échange en fait, l'interaction. L'interaction. Et supposons que tu as un projet que supposons que tu lances un projet aujourd'hui là. On te demande de former une équipe. C'est quoi les compétences et les personnalités que tu mets dans une équipe aujourd'hui pour mener à bien un projet, peu importe le projet? Quand tu dis former une équipe, c'est juste construire une équipe, quoi. Construire une équipe, bien sûr. Pas former, non. Construire une équipe, voilà. Construire une équipe. Donc, si on me demande de construire une équipe, c'est quoi la question encore, dis-moi? Du coup, quels sont les profils et les personnalités que tu prends dans une équipe qui, pour toi, peut être performante aujourd'hui? C'est une question qui est très très large quand même parce que ça va dépendre de ce pourquoi tu l'as construit cette équipe. Du projet. Ça va dépendre du projet dans lequel tu vas te lancer. Bon, supposons que moi je suis là, je te prends un projet par exemple là, je dis je vais monter toute une plateforme d'observabilité par exemple dans mon entreprise. Et je te dis, moi je veux que tu formes l'équipe qui va se charger de mettre ça en place et d'évangéliser tout le monde autour de tout ça. Sur l'observabilité? Les profils que tu prends aujourd'hui par exemple. Alors, si l'objectif c'est de sensibiliser, c'est ça que j'entends. Hein. Tu vois, c'est d'abord monter et sensibiliser. Voilà, je précise ma question parce que ça va permettre de faire un montage plus pertinent. Sinon, je pourrais te dire n'importe quoi. Mais bien sûr, je voulais qu'on prenne un exemple concret histoire de se projeter. Déjà, monter l'observabilité et sensibiliser. Donc, déjà, il va falloir trouver des personnes qui s'y connaissent, hein, qui sont compétents dans ces secteurs-là. C'est très important. Et en général, les personnes qui sont très compétentes dans ce type de secteur, on parle d'observabilité. Donc, il y aura du dashboarding, il y aura du Dynatrace. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le truc. Il faudra des personnes qui connaissent et qui maîtrisent les outils d'observabilité déjà. Ça, c'est très important dans mon équipe. Il faudra ça. Il faudra également une personne qui soit très bon dans l'art du faire savoir, de communiquer. Puisqu'il faut se rapprocher des clients pour les sensibiliser à l'observabilité si tu ne connais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons techniquement, mais qui ne sont pas à l'aise dans le relationnel, dans le fait de présenter, d'aller chercher les clients. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu trouves quelqu'un qui a les deux, c'est génial. Mais je sais que dans une équipe, il y a des personnes qui ont cette fibre-là, plus que le côté technique ou inversement. J'ai rarement trouvé des gens qui sont rares, qui sont très bons techniquement et très bons en communication. Il y en a. Si je trouve celui-là, je le prends sans réfléchir. Parce que si tu veux faire savoir ton truc, il faut que tu sois bon en communication, quoi. Il faut que tu saches tenir un atelier, tu saches organiser des réunions, enfin, des choses comme ça. Ah oui, parce que l'autre problème qu'on dit que les techniciens n'ont pas, c'est la communication, en fait, souvent. Mais c'est quelque chose qu'on constate beaucoup sur le terrain, hein. C'est des ours, ils sont là dans leur truc là. Je fais mon code, je veux pas qu'on me casse les oreilles, vraiment ça, je veux juste qu'on me laisse tranquille mon café, mon truc, des geeks quoi. Des geeks. Mais il y a des geeks, j'en ai vu, hein, qui sont d'excellents communicants et ça c'est une très grande force. Quand tu communiques bien, quand tu es encore meilleur effectivement. Ouais, ça fait que tout le monde te veut quoi. Tout le monde veut travailler avec toi. Donc, c'est sûr.
pour répondre, pour continuer dans la question que tu m'as posée, un profil comme ça, là, c'est quelqu'un que je mettrais dans mon équipe sans réfléchir. Qui est techniquement calé et qui a, même s'il n'est pas excellent en communication ou je sais pas, mais qui a des capacités relationnelles, tu vois, qui sait, voilà, quelqu'un comme ça. Et puis, il y a aussi un profil aussi important, quelqu'un dans l'équipe qui va avoir une vision beaucoup plus high level. Un architecte, enfin, peut-être, je sais pas architecte, mais un product owner. Un lead dev. Un lead dev. Mais vraiment, mais un product owner technique, je sais pas comment on peut dire ça. Tu vois, quelqu'un qui ne fait plus du technique. Mais qui comprend très bien la technique, ouais. Mais qui comprend très bien et qui sait le transformer en vision, en trajectoire, en business pour l'entreprise. Oui. Ça, c'est des profils très intéressants. Et en général, c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience. Ouais, ça, c'est ou des gens qui ont assez d'expérience pour qu'on puisse les confier le challenge comme on l'a fait pour tes 3 ans, quoi. Bon, tu as bien fait le lien. Mais oui, c'est ça, parce que finalement, dans une entreprise, on est maillon d'une chaîne quelque part, mais il faut savoir que tout ça contribue à faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, hein. Donc, tu rentres, tu viens tous les matins, tu fais ton truc là, peut-être juste sur ton ordinateur, mais tout ça là, ça contribue à du business, quoi. Il faut en être conscient. Et moi, c'est quelque chose, quand j'étais développeur, je voulais comprendre ça. Pisser du code et faire tout ça là, je me disais que je peux pas faire ça tout le temps. Moi, j'ai besoin de connaître tout ce qui se passe, quoi. Vision 360. Pourquoi je fais ça? À quoi ça va servir? Pourquoi tu fais ça, effectivement? Tu te concentres pas à faire et puis rester tranquille, effectivement. Oui, je voulais savoir quelle est ma valeur, quoi. Dans la chaîne de valeur, je suis un maillon, mais dans ce maillon, à quoi je sers? Pourquoi je fais ça? Quel impact j'ai? Et ça, moi, c'est ça qui me motive. Qu'est-ce que j'apporte dans le game, en fait, pour que tout le monde soit... Qu'est-ce que j'apporte dans le game? Ouais. Et ça, c'est une source de motivation très forte. Et je crois que les responsables ou les personnes qui ont des équipes en charge gagneraient vraiment à donner du sens, en fait. Donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est puissant, en fait. C'est très puissant. Peu importe la perspective, peu importe la structure, le contexte, hein, juste donner du sens. Pourquoi on fait? Mais du coup, là, ça me donne une question. Est-ce qu'un manager doit tout dire à ses équipes? Non. Je te réponds tout de suite en disant non. Où est-ce que tu t'arrêtes alors? La frontière, c'est où? Ça, c'est très, très personnel. Comment je peux... Parce que ce que tu as de dire, en fait, quelque part, depuis là, c'est une équipe, c'est un peu une famille. Si j'ai tout compris. On est ensemble. Oui, quelque part, on est de famille, comme la famille, comme on connaît, mais... Non, pas la famille comme on connaît, mais... On a un socle. On est soudés. Voilà, on a un socle cohérent et puis assez soudé, quoi. Et chacun connaît les forces des autres et les faiblesses, voilà. Parce qu'on a tous nos forces et nos faiblesses, mais chacun est conscient de l'autre. Donc, la limite va être... souvent qu'on va commencer à avoir des impacts... Qu'est-ce que je peux te dire vraiment pour répondre à cette question? Où est-ce qu'on s'arrête? C'est très vaste, quoi. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Il faut pas que ça devienne trop personnel, par exemple. Il faut pas trop rentrer dans le personnel. Et encore, ça dépend de ton rôle. Il y a des fois où, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle et puis de questionnement réfléchi, tu peux arriver à avoir des choses donne des éléments de ton équipe sans rentrer trop dans le personnel, mais en récupérant des choses du personnel qui vont aider l'équipe. Enfin bref. C'est une gymnastique intellectuelle qui n'est pas simple. Honnêtement, c'est pas répondre à cette question. De ce que tu dis, en fait, il n'y a pas de vérité vraie, il n'y a pas de science exacte sur ce truc. Il faut être à même de voir son équipe et s'adapter, quoi. Et s'adapter. C'est de l'adaptation continue, en fait. Et c'est vraiment s'intéresser aux gens. Sinon, ça va être compliqué. Il faut vraiment s'intéresser aux gens. Ça prend beaucoup de temps. En gros, c'est au manager de doser l'information qu'il donne à son équipe, ou alors qu'il garde pour lui, qu'il tamise d'abord, avant qu'il soit de garder l'équipe toujours... Ouais. Tout ça, voilà, pour répondre à la question, ça dépend du manager, du profil du manager que tu as. Il y a certains qui sont dans la rétention, qui ne disent jamais rien. D'autres qui en disent trop. Ce qui est pas top non plus. Et donc, il faut faire cette petite gymnastique, un jeu d'équilibriste. Alors, quand je dis quoi, pourquoi je le dis, et donc il faut déjà être très très conscient de comment son équipe fonctionne et de ce qui peut la motiver ou bien la mettre en place. Enfin, tu vois, on en revient à connaître les gens dans son équipe, quoi. On en revient toujours à ça. Leur profil, leurs compétences, leur façon d'être.
Ça revient toujours à ça. Là, on parle beaucoup de management et tout, mais en réalité, au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai évolué dans du conseil en management après. C'était ça que j'ai dit en début. Je fais du conseil maintenant. Là, tu fais conseil dans le développement, mais tu passes conseil management. En direct, dans tout ce qui va être responsable de projet ou chef de projet ou même directrice de projet. Même si, honnêtement, j'ai pas trop... la partie directrice de projet ou responsable de projet, je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui ne correspondait pas trop à mes valeurs dans la partie ressources, gestion des ressources. Parce que à un certain niveau de responsabilité, il y a beaucoup d'attendus en termes de résultats. Ouais. Et surtout, c'est les chiffres. C'est les chiffres qui parlent. C'est du business, il faut faire de l'argent. Et je considérais, moi, qu'il y avait une façon de faire de l'argent avec d'autres méthodes. Mais moi, là, toute jeune, il faut savoir quand même que j'ai eu cette proposition. Je crois que j'étais parmi les plus jeunes du truc. Une femme aussi, encore. Et c'était déjà très gratifiant qu'on me propose ce type de poste, quoi. Après, ça faisait 8 ans d'expérience. Un poste dans la direction de projet. Ah oui, quand même. Je me disais que, c'est mon... Bon, il se rappelle encore de moi, il m'avait parlé de ça. C'était très gratifiant. Mon manager à l'époque, quand j'étais à Capgemini, il m'avait dit que voilà, on me fait confiance. Je suis responsable de projet aujourd'hui, mais on pense à moi pour un poste de directrice et tout, machin. Et du coup, je me disais que, ok, mais sauf que moi, tout ce qui va être budget, ressources, là, j'ai du mal avec. Et c'était un choix pas facile de refuser ça. Parce que j'ai refusé. Bien sûr. Ça ne correspondait pas à moi, en fait, à qui je suis. Même si c'est un métier qui est très, très intéressant. Mais il y a des gens qui sont excellents là-dedans. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas moi. Ce que je dis aussi, c'est qu'il faut bosser, mais en ayant ses valeurs aussi quand même, quoi. Il faut pas travailler pour travailler. Il faut avoir ses valeurs aussi. Et c'est ça qui te permet de bien faire les choses. La rémunération, les voitures, c'était bien. Mais j'ai dit non. C'est vraiment un choix qui doit être réfléchi et assumé. Il faut savoir qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller. Et donc, j'ai décidé de dire non et j'étais à l'aise avec ma décision. J'étais à l'aise avec ma décision. Là, quand tu parles de rémunération, de gratifiant, mais le plus important, c'est de garder toujours ses valeurs, en fait, quoi. Ça qui te drive, en fait, pour la suite. Je le dis parce que ça donne envie. Je te dis que, et il faut aussi savoir que, je vais quand même oser le dire, en tant que femme, parce que c'est quelque chose que je pense foncièrement, en tant que femme, il y a des moments où il faut vraiment s'arrêter. En fonction de ses aspirations, bien sûr, et de ce qu'on considère comme étant prioritaire dans sa vie. Et moi, ma vie privée, ma vie familiale est très, très importante. Donc, avoir un équilibre vie privée, vie familiale était très important non négociable pour moi, en fait. Non négociable. Du coup, quand je sentais qu'avec ce type de poste, déjà quand j'étais responsable de projet, c'est que tu as il y a la différence entre chef de projet, responsable de projet, directeur de projet. Le responsable de projet gère des portefeuilles de millions d'euros, par exemple. Ça, c'est le responsable de projet et plusieurs équipes. Et le directeur de projet gère plusieurs projets, en fait. Et lui, il est plus en rapport avec les clients, quoi. Il n'est plus, il perd totalement le lien presque avec les équipes. Presque. Les équipes opérationnelles, oui. En fait, c'est grossier, Il faut pas que c'est vraiment très, très, grossier. C'est un gros raccourci que je prends. C'est juste pour simplifier la compréhension en termes de... Mais après, c'est normal parce que quand tu dis qu'il y a le directeur de projet, il y a le responsable de projet, il y a le chef de projet, il y a le lead dev, il y a les équipes en bas. Donc, tout en bas, là, tu vois, les escaliers à remonter, c'est énorme, Du coup, il y a une certaine proximité, bien sûr, mais dans mes valeurs, je perdais ce lien que j'aime avec mes teams. J'aime rester à côté d'elles, en fait. Ça, c'est mon leitmotiv. Du coup, déjà, il y avait ça. Il y avait ma vie privée, équilibre vie privée, vie pro. Tu n'es plus là, quoi. Tu voyages tout le temps. Déjà, je voyageais énormément. Déjà en France, hors de la France. À l'époque, j'avais un enfant déjà. Il faut trouver l'équilibre avec mon mari. Enfin, il faut se poser un moment. C'est bien beau tout ça là, machin, mais c'est quoi que je veux? C'est quoi mes priorités? Et à ce moment-là, quand tu es à l'aise avec ça, ta décision, elle est simple. Il faut vraiment être à l'aise avec ça. Non, mais c'est surtout que même si tu passes à côté de ça, tu avais ta vision des choses que tu avais à choisir, que tu avais tracé aussi, il fallait que ça rentre aussi dedans quand même, quoi.
tu n'étais pas à l'opportunisme, mais en fait, grotesque, comme je dirais un peu. Tu savais ce que tu voulais faire, quoi. Je savais ce que je voulais. Et puis, j'étais assez honorée déjà par rapport au parcours, hein, de ce que les gens m'ont fait confiance et d'être en arrivée là, pour moi, c'était déjà énorme. Tu vois? Et bien sûr, je m'étais donné des échéances parce que j'aime me donner des échéances. Il fallait que plus tard, avant, je devais être absolument chef de projet au plus tard 5 ans d'expérience parce que je voulais être dans un rôle où je suis libre de gérer mon planning parce que j'aurai un enfant. Donc, je n'ai pas envie de... Tu vois, j'avais déjà... J'avais des raisons assez particulières quand même de motivation. Donc, il faut que je sois à un niveau où d'ici, parce que quand j'aurai l'enfant, je n'ai pas envie que j'ai envie de gérer mon propre emploi de temps. Tu vois, ça m'a aussi motivé à mettre des échéances. C'était assez ambitieux. Mais bon, faut bien se mettre là-bas quelque part et se donner les moyens. C'est ça en fait. Et ça c'est sûr. Mais du coup, quand on t'entend là, on se demande, mais pourquoi toi, tu n'as pas ton activité à toi, quoi? Pourquoi tu n'as pas ton business à toi? Là, tu me tends une perche. Mais parce que tu as tout pour parler de business depuis tu parles de chef, de management, de millions, de machin. Pourquoi tu n'as pas ton business à toi? C'est quoi ton truc? Bon, pourquoi je n'ai pas encore mon business à moi? Parce que c'est en cours. Ouais. Ben voilà, c'est pas étonnant que tu dises que ce soit en cours. Ah, ça c'est bien, c'est vrai que tu construis des choses. Dis-nous tout. Parce que c'est en cours et parce que, en restant fidèle à moi-même, j'avais une trajectoire avant de me lancer dans ce business. J'aime bien, je suis fidèle même dans ma façon d'accompagner mes équipes. Je fonctionne en mode itératif et incrémental. C'est quoi l'itération? C'est une période de temps, peut-être un mois, ça peut être une itération. Et l'incrémental, c'est qu'est-ce que je veux pendant un mois avoir comme résultat. Et du coup, ce que je fonctionne en me disant que sur peut-être les 6 prochains mois, il faut que je sois en capacité d'avoir fait ça. Et quand j'aurai fait ça, je saurai si je suis capable d'aller à une autre étape. Étape après étape, tout en étant toujours concentré sur ma vision. Donc, j'ai un objectif, j'ai une vision et je construis ma trajectoire en me donnant les moyens. J'ai le où et je construis le comment, le quand, le quoi. Là, je suis en train de vous parler des trucs de management. De manager, d'informaticien, pas de management, mais bien sûr. Ça s'applique à tout dans la vie, à tout, n'importe quoi. Moi, ça m'étude dans toute chose. Et du coup, dans mon parcours, justement, quand j'ai passé les étapes, on a vu mon parcours là, le développement, après chef de projet, responsable de projet. Tout ça. On est dans le management, je change complètement, je switch complètement dans un autre univers. Et après, quand j'ai vu, après avoir pratiqué, je prends de l'assurance aussi. J'ai d'autres perspectives. Et du coup, je me dis que j'ai envie d'être consultante, en fait. J'ai envie, je suis à l'aise quand je suis en proximité des clients pour leur apporter des solutions. Et à ce moment-là, je switch encore. Et je passe des tests, bien sûr, ça se fait pas comme ça. Et j'intègre une société de conseil. De conseil, Amaris Consulting, ça s'appelle. Pour devenir, et c'est là que j'ai le poste de consultante senior en management. C'est ce que j'ai dit au début, où je deviens consultante en 2018. Et à partir de ce moment-là, étant consultante, t'es seule en fait. T'es devant le client, tu dois représenter l'entreprise. Et c'est à toi de convaincre, c'est à toi de mettre en place. Tu es un peu autonome, quoi. Tu es un peu libre. Et c'était mon premier incrément. Je voulais tester ça pour voir ma capacité à constituer mon réseau pro, mon portefeuille. Et plus ça s'étofferait, plus je me dirais que je suis déjà prête à une version, je sais pas, peut-être au 4e incrément pour lancer mon entreprise. Tu vois ou pas? Ouais, je vois bien sûr. C'est pour ça que, enfin, tout est stratégique. Moi, je fais les choses avec beaucoup de stratégie. et de façon assez... Et tu as bien raison, parce que il y en a beaucoup qui tentent des choses, ça marche pas, ils n'ont pas de stratégie. C'est beaucoup de choses, en fait, quoi, tu vois. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est possible ou pas, des trucs comme ça. Après, tu essayes, ça marche pas, ça va marcher, mais tu as au moins essayé, quoi. Tu as essayé. Tu n'as pas le regret de dire, ouais, c'est ça. Tu as dit quelque chose qui est excellent, en fait. Et qu'on devrait, en fait, ça s'appelle du test and learn. Ça, c'est principe. C'est un principe des techniques de management que j'utilise qui est très puissante. C'est
dès que tu as déjà une vision, le plus important, c'est d'avoir déjà une vision. Même si elle est encore un peu floue, même si elle est encore brouillon, même si c'est du draft, écris-la. Il faut commencer un truc. Écris-la d'abord. Et lance-toi. En te lançant, tu vas essuyer des plâtres. Tu vas peut-être faire des erreurs, mais très rapidement, tu vas savoir comment ajuster pour faire mieux. Et c'est comme ça que tu évolues. Test and learn. Je teste, j'apprends, j'avance. Je teste, j'apprends, j'avance. Et au bout de quelques années, tu te dis, waouh, j'ai fait ce chemin entre se lancer, tester et apprendre et ne rien faire en se disant, peut-être que je vais jamais y arriver, il y aura un écart. Il y a toujours un écart, ouais. Il faut toujours faire les choses, il faut tester les choses. Il faut tester les choses, mais tout en étant quand même dans une vision, avec quelques étapes quand même que tu veux suivre. Et après, tu ajustes quoi. Faut pas partir avec une page vierge, parce que sinon tu navigues à vue. Il faut quand même c'est ça le problème. Voilà. Et après, tu vas. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Même, je crois que j'ai toujours été comme ça et que naturellement, je suis allée vers ces métiers-là et je m'ai pas mis beaucoup parce que ça correspond à comment je suis, en fait. Ouais. Mais du coup, là, ton projet sur lequel tu travailles, c'est quoi? Tu peux nous dire? Pour la création d'entreprise? Ouais. Alors, si j'inverse les choses et je te demande que, avec tout ce que je viens de te dire, tu penses que ce serait quoi? Bah, vu que tu as parlé de beaucoup d'humains, beaucoup de personnes, de management, de leads, de formation, de suivi, de upskill, accompagnement et tout ça, moi je dirais forcément, pour moi je dirais bien la formation, quoi. Tu formeras des gens pour apprendre les choses pour les meilleurs. C'est bien ça? Mais en tout cas, il y a en tout cas, oui, il y a la formation, ça c'est sûr, parce que j'adore transmettre. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai accepté avec grand plaisir de me prêter à cet exercice. Je t'en remercie encore beaucoup, grandement d'ailleurs. Du coup, bon, j'espère que ceux qui vont nous écouter seront indulgents parce que moi, je peux parler pendant des heures de ça. Je suis passionnée. Au contraire, moi je dis que c'est plutôt passionnant d'avoir quelqu'un qui ne finit pas ses phrases et qui est plutôt motivé à transmettre les choses. Moi, je suis plutôt content, honnêtement. Non, ouais, donc oui, j'adore transmettre. Je fais d'ailleurs partie d'une plateforme qui s'appelle, d'une plateforme. C'est pas une plateforme, c'est comment je peux dire ça? Ça s'appelle, je sais pas si tu connais My Job Glasses. Non. C'est une plateforme qui met en relation les professionnels et les étudiants, jeunes étudiants, et donc des jeunes étudiants qui sont intéressés par des secteurs professionnels avec des professionnels de ce secteur-là pour que ces professionnels leur donnent leur parcours, tu vois? Leur parcours, ouais. C'est un peu l'objectif de mon podcast aussi, en gros, hein, c'est de voir des gens comme toi, pour que tu donnes leur parcours, pour que ça inspire d'autres personnes, effectivement. Et ça, ça va parler tout de suite. Et c'est du bénévolat, on te paye pas pour faire ça. Hein. Et je fais ça depuis plus de 7 ans. Et j'ai déjà accompagné, transmis des trucs, et je garde de très bonnes relations avec ces étudiants-là. Il y en a vraiment avec qui, non. Honnêtement, j'aime vraiment transmettre, et je sais que c'est un échange à bénéfice réciproque parce que j'apprends énormément des autres aussi. Donc, il y a forcément cette partie-là. Il y a aussi le conseil. Donc, dans mon entreprise, ce que je souhaiterais demain, c'est vraiment une partie conseil qui est mon cœur de métier à la base. Et la formation où c'est parce que j'aime transmettre, mais je voudrais aussi me former pour être une formatrice pro légitime. Même si j'ai déjà eu à former des gens dans le cadre de mes missions des conseils, hein. Je suis souvent amenée à former des gens avant même d'appliquer mes missions même de conseil, parce que c'est souvent des méthodes de travail, des outils que les gens ne connaissent pas. Du coup, il faut déjà les faire monter en compétence sur ces méthodes et ces outils avant maintenant de les travailler sur les aspects de productivité et de performance. Donc, on va dire que c'est lié, quoi. La frontière était très fine. Et ouais, c'est ça que j'aimerais vraiment faire. Mon projet, je l'imagine. Là, je me prépare. Hein, vous avez compris. Itératif, incrémental. Et trajectoire. Du coup, là, je disais que donc je me prépare dans le cadre de mon projet d'entrepreneuriat. Je me donne 2 ans. D'accord. Maximum. Enfin, c'est déjà lancé. Hein. Donc, d'ici 2025, plus tard, mi-2025, fin 2025,
Je pense que j'aurais déjà ouvert l'entreprise et je me prépare du coup. Vous avez compris avec moi, c'est vision, trajectoire, stratégie et les étapes. Donc, je suis juste les étapes. Ce qui fait que quand je fais les choses au quotidien, je sais pourquoi je fais ça en fait. Je sais où je vais, pourquoi je fais ça. Hein. Et ça va être du coup du conseil et de la formation, comme je disais. Dans quel domaine? Forcément en organisation. Quand je parle d'organisation, c'est comment s'organiser dans une équipe, dans une structure, peu importe, tous les sujets d'organisation. Dans les méthodes de travail, il en existe des tas, inspirés de différents courants. Vous avez sûrement déjà entendu parler des courants agiles. Moi, c'est mon domaine de prédilection. Agilité, peut-être certains, ça va pas leur parler du tout. Si ça vous parle pas, c'est l'occasion d'aller chercher ce que c'est, parce que c'est un courant de management hyper connu et il y a beaucoup de la demande. Ouais. Donc, il y aura, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais d'organisation, de méthodes de travail, donc inspirées de ces courants-là. Du coup, quand je parlais d'une entreprise, mon projet d'entrepreneuriat, donc, c'est de créer une entreprise. Je sais pas encore quel statut juridique, hein. Pour le moment, je suis pas dans ce truc-là. Ça sera auto-entrepreneur, société, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera une entreprise qui va faire dans du conseil et de la formation. Sur quel domaine, sur quel secteur? Prioritairement, on va dire en premier, ça sera l'informatique, le système d'information, puisque je viens de ce secteur-là. Tu maîtrises mieux le domaine. Mais ça peut concerner n'importe quel secteur. C'est ça qui est génial dans mon domaine, c'est que je peux parler organisation à n'importe qui et ça lui parle. Méthode de travail pour la productivité, la performance, ça parle à tout le monde. Gérer ses priorités, gérer son temps, le planning, optimiser les 24 heures de sa journée. Enfin, j'ai des thèmes comme ça qui peuvent parler à tout le monde en fait. Ça marche aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, quoi. Professionnelle, ouais. Voilà, donc le public, tout le monde peut se reconnaître dans ça, mais moi, mon objectif dans un premier temps, c'est de viser du coup les professionnels dans un premier temps, mais ça pourra s'élargir. Je pourrais complètement m'adapter. Et comme je disais, ça sera sur tout ce qui va être organisation, technique d'organisation, de méthode de travail pour optimiser ou améliorer ses performances ou sa productivité dans sa vie de tous les jours ou dans sa vie professionnelle. Grosso modo, c'est ça. Tout un gros programme. Un gros programme. Et vu comment t'es motivé là, ça veut dire que toute personne qui viendra là, honnêtement, l'énergie que tu transmets vraiment, bravo, chapeau, hein. Franchement, tout seulement. Comme on a dit, il faut faire. Faut se tenter. Moi, je voulais qu'on finisse sur deux ou trois sujets plutôt d'intérêt général que j'aime bien là. Je peux me permettre? Est-ce que ouais, dis-moi, vas-y. Bien sûr. Si tu me permets. Je par te promets, bien rapport à sûr. l'organisme et tout, comme c'est en cours et tout, je veux profiter de la vitrine. Je peux? Bien sûr. Voilà. Dire que, pour ceux que ça intéresse, je crois que dans la description plus tard, je vais, avec Achille, sous sa permission et son contrôle, peut-être rajouter un petit formulaire pour ceux que ça intéresse, hein, de connaître le lancement officiel de l'entreprise quand je vais l'ouvrir, et qui seraient intéressés par cette thématique-là, si ça vous parle. Voilà, il y a un petit formulaire où vous mettrez juste nom, prénom, adresse, et j'ai mis une liste de thématiques avec des thématiques autour de l'organisation, de la productivité, de la performance et d'autres choses. Et l'idée sera de choisir peut-être un top 3 ou un top 5 des thématiques qui vous parlent. Et moi, avec ça, je pourrais vous proposer des choses. En tout cas, si ça vous intéresse, les 20 premiers, si je peux dire ça comme ça, déjà auront une formation gratuite que j'ai faite sur la gestion des priorités. Donc, ok. Non, mais dans la description, ça permettra que les gens puissent te donner leurs avis, en fait, quoi. À ce niveau, il y a oui, leurs avis. Et d'ailleurs, j'ai mis une partie sur les questions, les suggestions, parce que j'aime bien les interactions. Vraiment, lâchez-vous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je suis preneuse. Ça me construit, ça m'édifie aussi, ça me fait grandir. Et voilà, l'énergie que Gabi met là, écrivez avec la même énergie.
c'est sans fuite et ça marche très bien, quoi, franchement. Ne vous inquiétez pas. Mais restez constructif. Restez constructif quand même. Ben, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important quand vous prenez votre clavier pour écrire. Pensez positif, voilà. Pensez positif, c'est le plus important. Ouais. Et la critique constructive, je l'accueille toujours avec beaucoup de plaisir. Et voilà, du coup, je te demandais, pourquoi, d'après toi, il y a très peu de femmes encore aujourd'hui dans le monde de la tech? Tu as un avis sur le sujet ou tu t'en fous un peu? Non, je m'en fous pas du tout. Ah non, pas du tout. Ok. Ben, à mon avis, pourquoi il y a peu de femmes? Je sais pas par où je vais commencer, parce qu'il y a déjà des sujets sociétaux. Ça peut partir de loin, même déjà de la base, dans l'éducation, dans la famille, des modèles qu'on peut avoir et où on se dit que on est d'une façon ou d'une autre déjà pressenti ou prédestiné à faire certaines choses parce qu'on est une femme et parce qu'on est un homme prédestiné à faire. Donc ça peut aller très loin dans les modèles éducationnels, dans nos familles. Oui, ça peut vraiment aller loin. Du coup, déjà sur cette base-là, on voit déjà qu'il y a des orientations qui vont se faire fatalement, alors que la personne ne s'est jamais vraiment posé la question. Quoi, c'est juste de retrouver là et puis voilà. Ça peut être une raison pourquoi on ne trouve pas. Et on sait aussi dans nos sociétés, moi je vais parler des sociétés africaines parce que je les connais mieux et je découvre et j'apprends et je continue d'apprendre pour les sociétés occidentales. Mais il y a des similarités quand même. Hein. La femme est souvent vue dans certains types de métiers. Les métiers, je ne vais pas les dire ici, mais c'est souvent ce qui est vu. Pareil, on considère qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les hommes. Donc là, on est dans les critères sociétaux. Qui a défini ça? Je ne saurais pas dire, mais le fait est que c'est un constat. C'est un constat. Peut-être ça date même d'avoir la création de l'homme, j'en sais rien, mais le fait est que j'ai toujours vu ça et mes grands-parents ont toujours vu mes arrêts, donc ça date d'il y a longtemps. Non, mais toi, tu as toujours vu ça, mais heureusement, au milieu de tout ça, tu as réussi quelque chose d'impressionnant, quoi. Donc, ça veut dire que, voilà, le conseil que tu donnerais aux femmes aujourd'hui, c'est quoi, alors, pour le coup, toi? Aux femmes, en particulier. Quand je dis femmes, je parle de jeunes filles, de femmes, tout. Oui, mais parce que je pense que ce conseil va même aussi parler même à la gente masculine, je pense. Mais ouais, bien sûr. C'est honnêtement la première chose, c'est d'abord, je vais peut-être aller un peu loin. Peu importe où on est, c'est de savoir d'abord qui on est, qui je suis en fait. C'est fondamental. Il faut se connaître. Il faut connaître c'est quoi mes talents, c'est quoi mes dons. C'est quoi ces choses que les personnes voient en moi, qui considèrent et qui disent que j'ai une facilité à faire. Ça te permet au moins de savoir tes aptitudes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est fondamental pour déjà construire ta personnalité. Parce que quand tu sais qui tu es et quelles sont tes capacités, tes axes d'amélioration, par exemple, ça assoit en toi une certaine assurance. On peut pas t'influencer n'importe comment, en fait, déjà. On peut pas te dire, va faire ça, machin. Tu assois ta personnalité, déjà. Donc ça, c'est un premier truc que je dirais. Déjà, savoir qui je suis ou qui je veux être. Il faut déjà identifier qui tu es et en fonction de qui tu es, qui je veux devenir. Quelqu'un te dira, mais moi j'ai mes enfants, comment ils font mes enfants? Toi, tu fais comment, toi? Toi qui es maman, mère de famille. Mes enfants. Mais comment tu fais? Honnêtement, pour les enfants, ce que moi je peux dire, c'est d'avoir un excellent partenaire de vie. Déjà, ça c'est important. Ah ben, beaucoup de gens le disent, le choix du partenaire de la vie est l'un des premiers choix à faire aussi, quoi. Ah, ça. Ouais, le choix du partenaire de sa vie est l'un des premiers choix à faire, que ce soit pour l'homme que pour la femme, pour réussir tout ce qu'on a réussi. Et pour être assez heureux pour la suite, ouais. Ça, en tout cas, c'est vraiment... je sais pas comment je vais dire ça. C'est très important, de façon générale, d'avoir un bon partenaire de vie, avoir un compagnon de vie de qualité, je sais pas si je peux dire ça comme ça, est primordial, quoi. Sincèrement. Parce que vous êtes une équipe.
Si vous ne communiquez pas, il faut déjà très rapidement, quand vous commencez à apprendre à vous connaître, même avant d'être ensemble, déjà que chacun parle de sa vision, comment je me vois, qu'est-ce que je veux devenir. C'est important de faire ces choses-là. On ne va pas juste avec quelqu'un parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il a les pectoraux, ou bien parce qu'il a, j'en sais rien, on fait pas ça. Il faut. Ou il a une belle voiture, ou il a un beau boulot. Ça doit être du plus. Du plus. Si jamais c'est le cas. Ce qui est fondamental, c'est le mindset de la personne, en fait. Ce sont ses valeurs. Bien sûr. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qui est important. C'est cette personne-là, avec elle, est-ce que je serais capable de discuter? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me challenger? Est-ce qu'il peut me tirer vers le haut? Est-ce qu'il peut me conseiller? Est-ce que je peux m'appuyer sur lui? Tu vois, c'est ça. Après, ce que tu dis là, ça vaut pour les femmes comme pour les hommes, comme tu disais. Hein. Ça vaut pour les femmes comme pour les hommes. Ce que je dis, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il peut être un bon chef de famille demain? Est-ce que demain, elle pourra transmettre des valeurs à mes enfants? Tu vois, c'est dans les deux sens. C'est des choses qu'il faut aller creuser. Et ça se fait dans l'interaction, dans l'échange, dans la communication. On se dit les choses. On parle du nombre d'enfants qu'on aimera avoir. On parle de la carrière qu'on aimera avoir. Il faut se dire ces choses-là. Il faut que l'homme... Voilà, moi, je trouve que quand on commence par cette base-là, on peut... Avec ça aide à choisir un bon compagnon de vie parce qu'on va se retrouver. On ne va pas s'entendre sur tous les points, hein, mais il faut que de façon générale, il y ait au moins trois éléments basiques qui vont faire votre socle sur lesquels vous êtes en phase. Avant de commencer à construire quelque chose. Parce que quand les fondations sont solides, peu importe ce que tu construis sur la fondation qui est solide, elle va tenir, en fait. Elle va tenir, bien sûr. C'est l'objectif d'une fondation, c'est qu'elle tienne d'abord dès le départ. Il faut qu'elle tienne. Et pour qu'elle tienne, cette fondation, il faut bien la construire. Et la construction se fait dans les échanges. Enfin bref, je veux pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être c'est un sujet qui peut m'intéresser. Ton truc, là, ça m'inspire, hein. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Ouais, du coup, ouais. Tout à l'heure. Je dirais, quand tu m'as fait rire quand tu dis qu'elle a les enfants, je fais comment? Non, le compagnon de vie va aider. Et puis tes propres convictions aussi. Il faut savoir convaincre. Tu peux avoir un bon partenaire, mais il faut que tu saches aussi convaincre. Et pour convaincre, il faut savoir ce que tu veux et qui tu es. On en revient, c'est lié en fait. Tout ça, c'est lié. Je suis sûr que c'est un gros cercle en fait, dans lequel il faut bien réussir à trouver ses bons repères et bien se positionner effectivement. Tu dis? Je dis que c'est un gros cercle dans lequel il faut bien trouver ses repères, il faut bien se positionner. Il faut bien se positionner et puis il faut pas se leurrer, hein. C'est pas pour rien que tout le monde dit qu'il faut travailler dur. C'est pas, je veux dire, si on répète ça tout le temps, c'est que quelque part ça doit être vrai. Quelque part c'est vrai, hein, ça doit pas être vrai, mais c'est vrai, il faut. Non mais c'est pas du pipeau. Je veux dire, j'insiste là-dessus et il faut se donner le temps en fait. Tu sais qu'on parle souvent de génération Y ou c'est Z ou c'est WT, je sais même plus là. Toujours collé sur le téléphone là. Ou bien génération tête baissée. Génération micro-ondes, on met les choses vite, machin, tout ça là. Dans la vie, on est sur le terrain là, c'est pas les choses vite. On prend le temps. Quelque chose qui est de qualité doit maturer. Et pour maturer, il faut se donner du temps en fait. Il faut faire les choses bien. Il faut prendre le temps quoi. Et il faut travailler. La discipline. Ah, il faut travailler. Oui, bien sûr. La discipline. Ah, une chose que je voulais dire. Il y a la différence entre la motivation et la discipline. Vas-y, c'est quoi? Tu dis? C'est quoi la différence? Dans le résultat. Quelqu'un qui est motivé, tu peux être totalement motivé. Ouais. Tu as une motivation qui a... Je vais prendre un exemple. Les gens qui se donnent les résolutions chaque fin d'année là. Prenons ça comme exemple. Chaque fin d'année, tu as les résolutions de fin d'année pour l'année qui arrive. Tu vois? Là, tu te dis, voilà, nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle machin, je sais pas, je suis motivée, je vais me mettre des objectifs, tac, je vais faire le sport, je vais changer, je sais pas, je vais lire les livres, enfin, tout ce que tu veux. Tu es motivé. Tu commences à mettre en place des actions et tu peux même les faire. Mais si tu viens 2-3 mois plus tard, ces mêmes personnes-là, toute la motivation est descendue. Je sais pas si ça arrive à plein de personnes. Parce que la vie a fait ceci, tu dépriorises, tu sais pas. Par contre, bien sûr. Quand tu es discipliné et que tu es dans la constance,
La motivation va t'aider à déclencher ton envie, mais la discipline va t'aider à la garder dans le temps, à perdurer en fait. C'est-à-dire et ça, c'est très important, effectivement. C'est ça. Très important. La discipline, la rigueur, la constance. Quelqu'un qui est motivé va arriver vite, va peut-être ne pas arriver à son résultat parce que voilà, la motivation baisse. Mais quelqu'un de discipliné, à force de faire des actions constantes, régulières, ça finit par donner des choses, effectivement. Ça va donner quelque chose, en fait. Ça va forcément donner quelque chose. Donc, la motivation et la discipline, c'est un bon cocktail. Si tu es discipliné sans motivation, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut les deux, quoi. Ah, bien sûr, bien motivation, sûr. Discipline, il faut les deux. Rigueur. D'ailleurs, vous voyez des post-it un peu là. C'est des choses que je me colle, hein. Des fois, chez moi, non, mais je me rappelle que non, il faut que tu restes concentré, focus. Il faut que tu sois focus. Tel truc. Pour avancer dans ton truc, ouais. Et bien sûr, il faut quand même un peu de flexibilité et d'improvisation parce que sinon la vie, bien à un moment donné, tu veux pas tout calculer, tout positionner au bon endroit. Ouais. Mais du coup, tout à l'heure, tu as dit une phrase là, une expression qui est passée. Tu as dit grâce à Dieu. Hein, ta foi, c'est quelle partie dans ta vie là, pour le coup? Ta vie commence d'abord par la foi, quoi. Tu t'appuies d'abord sur ça pour tout faire le reste derrière, quoi. Oui, là, vraiment, c'est... Merci en tout cas, Achille, de donner cet espace pour parler de ça parce que c'est des sujets qui sont souvent relativement délicats d'une personne à l'autre. Mais c'est tout ce qui fait moi je dis c'est tout ça qui fait ta vie, ta carrière, ta personne, ouais. C'est tout ça. Il y a pas juste une partie. Tu me connais bien. C'est tout ça qui fait tout ça. Tu connais les trajets qu'on faisait où je pouvais passer 2 heures à parler de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, ma vie spirituelle, c'est la source de tout. C'est en cela que je tire tout. Et encore plus depuis quelques années où on va dire que je suis passée à un nouveau cran avec ma relation avec Dieu, si tu veux. Parce que l'intimité, c'est comme toute relation, quoi. Toute relation, elle s'entretient, elle évolue. Et plus tu évolues dans une relation, plus on se confie des secrets. Tu vois, on se dit des choses. C'est pareil avec mon Dieu, quoi. On se confie nos secrets. Après, ça te donne le temps d'avoir les bénédictions, la foi nécessaire, tout ce qu'il faut, l'énergie nécessaire pour construire des choses aussi derrière. Ouais. Honnêtement, je ne peux pas te mentir que tout ce que tu vois là, le résultat de tout, en fait, pour moi, tout ce qu'il y a là, pour moi, c'est le reflet de la présence de Dieu dans ma vie, en fait. Parce qu'il y a des choses que je ne serais pas en capacité de faire physiquement si je n'avais pas cette source spirituelle quelque part, en fait. Cette présence, cette paix qui, certaines fois, te booste. Certaines fois, c'est pas toujours évident, hein, il y a des coups. Mais ça t'anesthésie, entre guillemets, ça te donne l'amour de Dieu, t'anesthésie de certaines situations au point où ça peut paraître très très dur dans ta réalité, mais tu l'accueilles avec paix, avec douceur, avec sérénité, dans le calme, et tu te retires pour pouvoir aborder les choses avec la tête vraiment froide. Tu vois ce que je veux dire? Et ça t'aide à penser aussi plutôt positivement que négativement aussi beaucoup. Exactement. Ça m'aide à penser positivement, ça m'aide à toujours trouver les opportunités, même quand il y a des difficultés. Je cherche toujours à me dire, c'est vrai que la situation aussi n'est pas évidente, mais quelle est l'opportunité? Comment je peux sortir de là? Comment je peux rendre ça positif? Comment je peux transformer ça? Et c'est ça qui va faire ma force. Ou certains vont se fâcher, se crier, toi tu auras plutôt une autre vision des choses directement. D'ailleurs, moi je suis toujours en train de sourire, même quand je suis, enfin tu me connais, je suis toujours, même quand ça ne va pas. Comment on appelle ça? C'est une façon de vivre que je me suis donnée. Je dois manifester la présence de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu de joie, le fruit du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, la charité, enfin la fidélité. Je veux tous les jours essayer de manifester ça autant que possible. C'est pas évident tous les jours. Hein. Ça, je peux te dire que c'est pas facile. Si la vie était une ligne, ça se saurait. Hein. Même les routes ne sont pas droites. Même les routes ne sont pas droites. C'est clair. Mais on peut dire que non, ça me fait plaisir que tu poses cette question parce que c'est vraiment ma foi. Non, mais parce que certains, moi je dis, ça c'est mon avis perso là pour le coup, certains ne comprennent pas que c'est tout ça qui fait ta carrière, ta personne, ta vision, tout ce que tu construis, c'est grâce à ça et autour de ça, ouais.
C'est exactement ça. Et que certains pourront se demander, mais comment c'est possible? Elle a ses aptitudes, elle a ses dons. Mais c'est que c'est spirituel en fait. Quand tu es dans la présence, et Dieu existe. Je vous dis, Dieu est réel. Et il est réel en nous en fait. Il est présent en nous. Nous le transportons en nous. Donc, les inspirations, les téléchargements que tu vas avoir dans des moments de prière, après avoir passé du temps dans sa présence, de parler, de lui dire tout. Voilà, tu lui expliques tes frustrations, tes inquiétudes, tes craintes, tes douleurs, tes joies, tout ce que tu veux. Comme un papa, quoi. Une relation père-fils, père-fille. Tu lui exprimes. Et après, quand tu sors de ce moment, déjà, t'as une paix. Ça n'a pas de prix. Elle est surnaturelle. Moi, je peux le dire. Elle est vraiment surnaturelle. Des fois, toute ma réalité est sur le plan de vue humain chaotique. Mais moi, je suis zen. Je me dis, oh, ça m'aide énormément dans le travail. Les gens crient, parlent. D'ailleurs, il y avait petite parenthèse, anecdote, dans ma dernière mission à la Maïf qui m'avait dit que ce qui m'a impressionné pendant tout ton temps que tu as fait dans cette entreprise, c'est ta capacité à toujours être calme. Peu importe les situations, tu étais toujours calme et tu souriais. Tu disais qu'on va trouver une solution. Peu importe. Et ça, pour moi, j'ai rendu grâce, j'ai dit gloire à Dieu. Et en plus, moi, je cache pas ma foi, même au travail, avec beaucoup de sagesse, bien sûr, parce qu'il faut faire attention. Voilà. Mais c'était ça, en fait. Bon, c'était une parenthèse. Mais du coup, je voulais dire, voilà, quand tu sors de là, de ces moments de prière et tout ça, ben, il y a des téléchargements qui viennent, en fait. Des inspirations, des visions. Et tu notes. Mais ça vient, moi, je sais que c'est mon papa, là, dans les cieux. Papa, c'est comme je viens de le dire. Qui m'inspire. Et là, je me dis, ah, tu as raison, attends, je note. C'est vraiment une relation... Ça se voit que tu notes beaucoup, il y a des post-it derrière toi partout sur le mur. Je note pour ne pas oublier, parce que souvent, c'est des inspirations, ça peut partir si tu as oublié de noter. Mais c'est ce que quelqu'un disait, en fait, nos cerveaux, nos inspirations sont bonnes pour trouver les idées, mais pas pour les retenir, en fait. Donc, si tu les notes pas là, rapidement, c'est perdu. J'ai eu même les choix, même aller chercher, toquer aux portes. C'est quand je suis sortie d'une prière que j'ai eu ça. Toquer aux portes. Je donne juste des petites anecdotes. Choisir la mission, aller là-bas au lieu d'aller là-bas. Je demande toujours l'avis, Seigneur, tu en penses quoi? On fait comment? Voilà la situation. Moi, je suis. On fait comment? Ça permet d'avoir des choix, effectivement, de pousser des choses, effectivement. Non, oui, ça, c'est vraiment mon... Si on parle de la foi de Dieu, vraiment, je crois qu'on peut faire encore un autre... Voilà, un autre épisode. Quand je fais l'épisode sur la foi de tout le monde... Parce que ça, c'est un sujet qui me... En tout cas, je suis passionnée de Dieu. Vraiment. Vraiment. Et ouais, c'est un combat au quotidien parce que ça s'appelle le combat de la foi. Le bon combat de la foi. On a parlé de la foi. C'est vrai que ton premier livre, c'est la Bible. C'est quoi les autres livres qui t'aident à rester up, à rester focus, à te former et à continuer à avancer? Ah, je vais encore dire la Bible parce que je lis beaucoup la Bible. La Bible, là, on croit qu'il y a tout dedans. Hein. Comment gérer son foyer? Comment éduquer ses enfants? Comment faire attention à ses finances? Les gens croient qu'il y a tout dedans. Tout. Et comment se comporter? Bref, vraiment, la Bible m'inspire énormément. Ça, je ne peux pas mentir. Et en plus, c'est un livre saint. Donc, côté spirituel, ça t'amène dans des hauteurs, quoi. Ok, à part la Bible, il y a des livres... La plupart des livres que moi, je vais beaucoup... dont je vais raffoler, c'est les livres qui vont parler de tout ce qui est vision. Comment écrire sa vision. Parce que c'est ça qui te permet de donner un sens à ta vie, en fait. Je vais où? Je fais quoi? Pourquoi? Comment je décline ma vision, du coup, en objectif SMART. Donc, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un objectif simple, mesurable, atteignable, voilà. Comment je décline ces objectifs en action et comment je planifie ces actions et je les priorise pour faire des choses. Parce que ce sont les actions au quotidien stratégiques, ciblées, intelligentes qui m'amènent quelque part, quoi. Moi, c'est ça que... Ah oui, c'est sûr. C'est ça, il faut... Surtout qu'il y a des gens qui lisent... Maintenant, les gens lisent très peu et tout le monde est maintenant parti sur Internet rapidement, pousser des likes et des trucs. J'aime les livres. Attends, si je pouvais tourner mon truc. Attends, je te montre. Déjà à côté, regarde, il y a un tas de livres. faut pas le frustrer. Hein. Juste à côté, je dis que j'ai les livres partout. Juste à côté de moi. Et il y a ce livre aussi. Je sais pas si je peux en parler. Parce que Bien sûr. Bien sûr. Bon,
Je fais pas la publicité de quelqu'un, mais moi, c'est un livre qui est excellent, je trouve. Et elle m'inspire beaucoup, la personne qui écrit. Bon, je sais pas, ça donne ça s'appelle La puissance de la vision. Je sais pas si. Ouais. Peut-être ça. Ouais, oui, ça se voit. Ouais. La puissance de la vision. On va mettre peut-être dans le truc, mais c'est pas la publicité, c'est juste que. Ça t'a apporté des choses. Ouais, ça m'a apporté énormément de choses et c'est très simple. Tu vois, comme les gens n'aiment pas trop lire, là, c'est écrit en gros caractères. Ça peut aller très vite. Moi j'ai lu un autre dans la même direction qui s'appelle Traction, qui parle aussi de vision, en fait. La vision. Oui, il parle aussi de vision, c'est très top. Et en plus, ce qui est bien dans ce livre, c'est que derrière, il y a des fiches pour pouvoir décliner sa vision écrite. C'est très concret, en fait. Donc vraiment. Mais même dans Traction, tu as le même truc. En fait, tu as des pages où tu peux noter les. Je connais le livre. Il y a ça, il y a Une vie motivée par l'essentiel. Ça, c'est un livre. Bref, si je commence ici. Tu vas nous sortir ta bibliothèque, là. Non, ça va être vraiment des livres où on parle de spiritualité, de donner du sens, le pourquoi je fais ça. Il faut que je sache pourquoi je suis sur la terre, à quoi je sers. Il y a beaucoup qui commencent à dire ça, il faut commencer par le why. Why je lance des choses. De mes amis, de la société, mes collègues de travail. Je suis un maillon d'une chaîne à grande échelle, quoi. Tu vois? À grande échelle. Du coup, mes interactions, comment je les optimise, comment je les travaille pour qu'elles soient le plus qualitatives et le plus impactantes. C'est ça, c'est le genre de livre qui va m'intéresser, les livres sur le management, la priorité, la gestion du temps. Bref, c'est ça qui va, moi, l'entrepreneuriat, le business. Moi, j'aime beaucoup lire. On se connaît, Gabi, si on continue là, on va passer la nuit ici, là. On va passer notre nuit là et on ne va pas manquer de sujet, en fait. Donc, ça, c'est clair. Non, en plus là, je me suis sentie tellement freestyle. Vraiment là, c'est parti comme ça. Non, mais ça c'est bien parce que ça montre que c'est pas préparé, c'est pas monté, c'est pas coupé, tu vois, c'est top. On dit vraiment ce qu'on parle. Moi j'adore, quoi, j'adore. Là, je ne sais pas comment ça va être accueilli, mais là j'ai seulement dit, c'est sorti comme c'est sorti. Ben, du coup, les gens vont le dire dans les commentaires, je t'enverrai tous les commentaires, tu viens voir les commentaires toi-même et puis tu sauras ce que ça va donner, quoi. En tout cas, j'ai hâte. C'est la première fois que je me prête à cet exercice sur une vitrine comme YouTube. J'ai déjà eu à faire ce genre d'exercice dans d'autres circonstances, mais ça n'a jamais été mis sur une vitrine comme ça, quoi. Donc, Bah, du coup, tu auras les premiers retours et puis tu vois rapidement aussi, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'était très... Ah ben, c'est moi qui suis très content, en fait, hein. Vraiment, je suis très content mais toi aussi, tes questions sont, bref, c'est comme quand on est ensemble, quand on va travailler. Ben, c'est la discussion qu'on a, en fait. C'est pas positionné. Voilà, c'est la discussion qu'on a ensemble, on a juste tourné aujourd'hui, quoi, et puis on remet ça. C'est vrai, en plus. Oui. C'est la même discussion qu'on a, et puis on l'a vraiment mis ensemble, comme ça. J'avais un peu la pression, hein. Je me disais que, mais je vais passer sur la chaîne. Oh, mince. Qu'est-ce que je vais dire? Et tu sais que j'aime bien préparer et tout. J'ai commencé à me dire, il me faut une trame, machin. Pouf! Freestyle. Parce qu'après, tu vois, ça passe freestyle. On essaie juste de garder un fil pour tout le monde. Oui, bien sûr. On a gardé le fil. Pour que tout le monde suive un peu. Mais je te remercie beaucoup. Tu mets à l'aise aussi. Non, mais c'est moi qui te remercie. Ouais. Non, c'est moi qui te remercie, vraiment. Du coup, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, là? Je finis toujours par cette question-là. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser? Je sais pas. Est-ce que tu m'as posé tellement de bonnes questions que, attends, je regarde là pour voir, parce qu'il y a peut-être des choses que je voulais passer comme message. Je crois que tu m'as, on a parlé du conseil, on a parlé du dev, logiciel, mon parcours, quoi. Tu dis ah oui, les personnes qui m'inspirent. J'ai répondu en disant que c'est d'abord Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est d'abord lui qui m'inspire, c'est la base. C'est mon modèle, Jésus c'est mon modèle. Vraiment, c'est un niveau top. C'est la base d'abord. C'est la base, oui. Et les personnes qui m'inspirent, beaucoup de gens m'inspirent, parce que moi je suis très ouverte en fait, mais on va dire que même toi déjà tu m'inspires. Il manque plus que ça. Non mais je trouve ça vraiment cool, le fait que tu ailles dans le dur et que tu testes, tu vois, ça me correspond aussi, donc ça me booste, ça me motive, donc ça m'inspire d'une certaine façon.
Non, il faut essayer les choses pour voir si ça marche ou pas. Et puis voilà. tu dormiras pas avec des regrets, en fait, bien sûr. C'est ça. Il y a, donc là, à chaud, comme je suis en face de moi, c'est ce que j'ai dit. Mais sinon, après, j'ai mon Jésus, bah, mon mari m'inspire beaucoup. Mon mari. C'est quelqu'un qui... on a bien compris qu'il a une grosse place en ta vie, que ça aide, en fait, pour tout le monde. C'est quelqu'un qui... ça, c'est mon... Non, mais vraiment, je n'ai pas les mots. Ton bilan parfait. Ton bilan parfait. Vraiment, mon mari m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup. Je rends grâce à Dieu de l'avoir vraiment mis sur ma route par rapport à tout ce que j'avais comme envie et tout, et qu'on ait pu trouver cet équilibre et que lui-même aussi, c'est quelqu'un qui a ses... Honnêtement, ça c'est une grosse grâce et une grosse réussite, en fait, quand tu as ça. Ouais. Vraiment, c'est quelqu'un qui... Et en plus, il a ses perspectives aussi, hein, d'entrepreneuriat et tout. Et ensemble, on arrive toujours à discuter de façon très, très constructive. Et ça, c'est notre force. Il m'inspire beaucoup. Parce qu'il tient bien la famille aussi. Voilà. Ça, il y a mes parents, ma mère, exemple, un modèle, mon papa. Vraiment, il y a beaucoup. Même tous mes frères et soeurs m'inspirent. Vraiment, je t'ai dit que tout le monde m'inspire. Parce que moi, je peux partir prendre pour chacun me dire que ça. Tu prends un peu de plus, un peu de chacun, et puis tu t'enrichis de chacun, ouais. Je m'enrichis vraiment de chacun. Il y a des collègues qui m'ont inspiré. Je veux pas donner leur nom ici, mais mes responsables. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vraiment. Il y a une là qui m'avait vraiment marqué. Je l'ai vue, j'ai dit que je vais lui ressembler, quoi. Elle a 4 enfants, manager d'une... Aujourd'hui, elle dirige une entreprise de plus de je sais pas, de 5000 personnes. Elle est mère de 4 enfants. Sans se plaindre, non. Et en plus, il y a un équilibre. En fait, on ne sait même pas qu'elle a 4 enfants. Hein. Elle a 4 enfants. Ici. C'est une bonne organisation qui est bien positionnée quelque part. Exactement. Et j'ai beaucoup échangé avec elle. Je suis allée la voir, me donner des conseils. Donc elle, ouais, c'est aussi un modèle. Bon, je vais pas dire son nom parce qu'elle est très pudique. Mais oui, elle aime beaucoup en tant que femme. Et il y a des hommes aussi, beaucoup d'hommes. Il y a un homme là quand même. Bref, il y en a quand même pas mal. Chaque personne que tu vois t'apporte une petite chose quelque part qui te permet de grossir, en fait, tout simplement de grandir. Exactement. Je suis très sensible à toujours voir chez l'autre ce qui peut être, comment dire, la pépite en fait, la pépite qu'il a. Je suis friande, j'ai besoin de savoir des fois même, et c'est ça qui me plaît parce que je me dis qu'il y a du potentiel. Il y a quelque chose, même des fois des personnes ne se rendent pas compte, elles n'ont pas confiance en elles. Je leur dis, oh mais toi tu sais pas, regarde. Et quand je leur dis ça, et que je leur montre à quel point moi ça m'impacte, ah ouais quand même, je savais pas. Et tu vois l'interaction. Tout le monde en fait, des fois, ce qu'on a comme acquis, on se dit que ça sert à rien ou bien ça n'a pas d'impact. Et pourtant, quand tu creuses un peu bien, alors que quand tu creuses, tu te dis que, ah ouais, et ce que tu dis est très vrai. On se dit que, ouais, bon, ok, comment on sait faire. J'ai ça et puis quoi? C'est normal. Donc, ouais, généralement, c'est ça, en fait. Ça peut être une vraie puissance pour d'autres, en fait. Un vrai levier pour d'autres. Donc, oui, non. Tu as résumé, c'est vraiment ça. Je vais toujours réussir à trouver. Ça, c'est sûr. Peu importe, même chez mes enfants. Mes enfants même m'inspirent, pour te dire. Alors qu'ils ont 8 ans et 4 ans, on pourrait se dire que non, mais bon, il y a des choses qui m'inspirent. Bon. Merci beaucoup encore. Vraiment, mille merci. Hein? Et puis, vous participez tous au sondage de Gabi pour que ça aide, ça donne des forces, pour qu'elle puisse lancer son projet. Et puis, voilà, quoi. Okay. On se dit rendez-vous en 2025. Je commence déjà, j'anticipe. Donc tous ceux qui sont intéressés, même dans les échanges et les interactions, je suis ouverte. J'ai vraiment mon profil LinkedIn. Vous avez vu que moi transmettre vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai fait du bénévolat depuis 8 ans. Donc pour une plateforme, ne me donne même pas 1 euro. Mais je prends. Non mais c'est top franchement. Et ça fait plus de 50 jeunes que j'ai accompagnés comme ça dans ce truc-là. C'est top. Ah non mais ça c'est top franchement. Bon, Gabi, merci encore. Et puis, merci Achille. À très bientôt. J'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. Avec toi, c'est trop comme ça. Pourtant, on a pris du temps quand même, hein.